Jour J pour l'élection présidentielle au Nigeria, le scrutin a démarré ce samedi matin dans le pays. La lutte contre la propagation du virus Ebola se poursuit en Sierra Leone. Un confinement de 3 jours y est décrété pour la deuxième fois en 6 mois. Enfin, l'Europe s'apprête à passer à l'heure d'été. À Cergy, en région parisienne, l'une des plus grandes horloges est parée pour l'événement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Nigeria, où les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. Initialement prévu pour le 14 février, le scrutin a été repoussé de 6 semaines, officiellement en raison de l'insécurité qui règne dans ce pays où sévit le groupe Boko Haram. De Port Harcourt à Kano, en passant par Lagos, 68,8 millions d'électeurs sur 173 millions d'habitants devraient voter ce samedi pour des élections présidentielles et législatives. Une myriade d'observateurs internationaux ont été déployés dans le pays pour s'assurer du bon déroulement du scrutin qui apparaît comme le plus serré de l'histoire du pays. Parmi les 14 candidats en lice pour la présidentielle, 2 se détachent du lot. Il s'agit du président sortant Goodluck Jonathan et de l'ancien général Muhammadu Buhari qui défend les couleurs de l'opposition. Il faut dire que dans le cadre des présentes élections au Nigeria, la sécurité a été renforcée dans le pays, mais au plan économique, rien ne va. En cause, la fermeture de plusieurs entreprises dans certaines localités du pays. Le point de la situation avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. L'issue de la présidentielle de samedi au Nigeria est particulièrement incertaine, puisque pour la première fois depuis le retour de la démocratie dans ce pays en 1999, le président sortant n'est pas donné comme grand favori. Goodluck Ebele Jonathan, le président sortant, 57 ans, qui a été très critiqué pour n'avoir pas su juguler l'insurrection islamiste qui a fait plus de 13 000 morts dans le nord-est en 6 ans, a clamé à plusieurs reprises en fin de campagne que la fin de Boko Haram était proche, fort des victoires récentes de l'armée aidée par les pays voisins. Son bilan économique a aussi été très contesté, la majorité de la population vivant toujours avec moins de $2 par jour dans la première puissance économique du continent, situation inquiétante avec le départ massif de la population des grandes villes à la veille du scrutin et la fermeture de plusieurs entreprises d'expatriés dans les localités comme Kano et Lagos. Sani Rabiou, économiste de formation, a été obligé de fermer une de ses boîtes basées à Kano. C'est même la raison pour laquelle nous sommes repliés. Parce qu'on était à Kano avec ce qui s'est passé la fois au niveau de la mosquée de Kano, les tueries et autres là. Donc, raison pour laquelle nous sommes repliés pour le moment à Maradi. Maintenant, pour voir un peu s'il y a une accalmie, on va retourner. Mais pour le moment, nous sommes retirés de Kano, là où on était avant. Maintenant, pour des raisons d'insécurité. Mais il va sans dire que, comme nous avons dit, nous sommes lancés nous-mêmes un défi de façon délibérée. C'est de servir, d'être là où le Nigérien y est. D'un autre côté, pénurie récurrente du carburant, ça et là. Le président candidat lors d'un face-à-face a promis créer 2 millions d'emplois par an s'il était réélu. Marquer un tournant dans l'histoire politique de ce pays le plus peuplé de l'Afrique? Oui, c'est possible, à condition que le candidat de l'opposition, l'ancien général de l'armée, Muhammadu Buhari du parti EPC, l'emporte. Buhari a promis de lutter efficacement contre la corruption qui gangrène l'économie et d'améliorer pêle-mêle le système éducatif, la distribution d'électricité et la qualité. Le chef de l'opposition nigériane, Muhammadu Buhari, âgé de 112 ans, a déclaré jeudi ne pas craindre de fraude lors des élections présidentielles et législatives du samedi. Mais il a prévenu qu'un éventuel bourrage d'urnes ne serait pas sans conséquences. Si aucun des 2 principaux candidats n'obtient la majorité des suffrages exprimés et 25% des voix dans 24 États, soit les 2 tiers de la fédération, le candidat du PDP, Jonathan, et celui de l'opposition Buhari devront s'affronter lors d'un second tour. Le Nigeria n'a encore jamais été dans ce cas de figure. Et si le code électoral indique que le second tour doit être organisé dans la semaine qui suit le premier tour, dans les faits, cela semble difficilement réalisable.
Loin du Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque contre un hôtel de Mogadiscio. L'attaque revendiquée par les Chebab a commencé par une forte explosion provoquée par une voiture piégée. Elle s'est ensuite étendue à l'extérieur de l'hôtel qui est largement fréquenté par la classe politique et les hommes d'affaires du pays. L'explosion a été suivie par une fusillade à l'intérieur de l'établissement. La plupart des morts sont des gardes de sécurité qui ont combattu les assaillants. On déplore toutefois le décès d'un haut responsable somalien. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré est prévu pour se tenir avant la fin de l'année au Sénégal devant un tribunal spécial. Hissène Habré répondra de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Selon un responsable de Human Rights Watch détaché à Dakar, ce sera une première dans le monde. C'est la première fois dans le monde que les dirigeants d'un État vont juger le dirigeant déchu d'un autre État. C'est au Sénégal que ce procès historique va se tenir. Hissène Habré, en détention préventive depuis juin 2013 au Sénégal, a été renvoyé le 13 février devant la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires. Un tribunal spécial pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Ce tribunal spécial a été créé par le Sénégal et l'Union africaine pour juger Habré cette année, mais à une date qui n'a pas été précisée. Ce procès peut être un moment clé pour la justice africaine. C'est la première fois que l'Union africaine a établi une cour conjointe avec un pays africain, avec des juges africains pour juger des crimes supposés d'un chef d'État africain contre des victimes africaines. C'est aussi la première fois dans le monde que les dirigeants d'un État vont juger le dirigeant déchu d'un autre État. Donc c'est vraiment un point marquant et nous espérons que cela inspirera d'autres gens. Le Sénégal et l'Afrique du Sud sont les seuls pays africains dotés de cette législation. Âgé de 72 ans, Hissène Habré, au pouvoir de 1982 jusqu'à son renversement par l'actuel chef de l'État Idriss Déby Itno, s'est réfugié au Sénégal où il bénéficia pendant plus de 20 ans de la bienveillance des autorités avant d'être arrêté. Direction maintenant le Burundi où les étudiants de l'université de Bujumbura sont en grève. Ce mouvement qui a commencé le 14 mars dernier vise à protester contre le retard dans le paiement des bourses. À la veille des élections, les étudiants espèrent que le gouvernement prêtera oreille à leurs revendications. Il y a quelques semaines, les étudiants étaient en grève au Burundi pour protester contre un énième retard de leurs bourses. Cette grève générale, moyennement suivie, n'en a pas moins servi d'avertissement au pouvoir avant les législatives de mai et la présidentielle de juin à haut risque, alors que les tensions sont fortes à la perspective d'une nouvelle candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Ces grèves chroniques sont surveillées de près par le pouvoir. Quand ils cessent d'aller en cours, les étudiants ont tendance à manifester et quand, comme maintenant, le sentiment de frustration est généralisé parmi la population, leur capacité d'entraînement est réelle. Le Burundi, peuplé de 10 millions d'habitants et au revenu national brut d'à peine $260 par tête, manque cruellement de sources de revenus. Le petit pays rural d'Afrique des Grands Lacs, dont la production agricole ne suffit pas aux besoins d'une population à forte croissance, vit sous perfusion de l'aide internationale et cumule les contre-performances économiques. Les étudiants espèrent qu'avec ces élections, viendra un dirigeant qui pourra résoudre leurs problèmes. Pour la deuxième fois en 6 mois, les Sierra-Léonais sont confinés depuis hier et ce pour 3 jours. À l'exception des personnels de santé et des autorisations spéciales, les quelques 6 millions d'habitants du pays sont contraints de rester chez eux jusqu'à demain dimanche à 18h. De 7h à 14h, les chrétiens pourront cependant aller à la messe pour le dimanche des Rameaux, au même titre que les musulmans qui, vendredi, ont bénéficié d'une restriction pour se rendre à la mosquée. La mesure de confinement vise à réduire les risques de propagation du virus Ebola, à l'approche notamment de la réouverture des écoles fixée au 14 avril prochain, après 8 mois de fermeture. 9 jours après l'attentat de Tunis qui a fait 21 morts, le musée du Bardo a rouvert ses portes hier vendredi. Des écoliers et lycéens ont pu visiter le site de même que les médias. Plus de détails à travers cet élément.
Le musée du Bardo accueille officiellement ses premiers visiteurs après l'attaque meurtrière du 18 mars. Ces visiteurs, essentiellement des élèves et étudiants, sont venus non seulement visiter les lieux, mais aussi rendre hommage aux 21 victimes de l'attentat. Sur les murs, les impacts des balles de Kalachnikov rappellent la gravité de l'attaque, tout en ravivant la détermination des visiteurs à condamner l'acte. On a tenu à venir pour défier le terrorisme. J'ai pu vraiment convaincre beaucoup de parents d'envoyer quand même leurs enfants et me confier leurs enfants. Et donc du coup on s'est dit est-ce qu'on va pas à Bardo? Et donc du coup on a dit non, il faut marquer sa position contre le terrorisme. Après les élèves et étudiants, le musée du Bardo devrait s'ouvrir au grand public le lundi 30 mars pour la première fois. Dans la nuit de samedi à dimanche, on passera à l'heure d'été en Europe. À chacun d'avancer sa montre d'1 heure. Mais comment cela se passe-t-il pour les horloges publiques? Reportage à Cergy, en région parisienne en France, où se trouve l'une des plus grandes horloges d'Europe. Remettre les pendules à l'heure, c'est le métier d'Olivier d'Allongeville. 2 fois par an, il vient à Cergy-Saint-Christophe, en banlieue parisienne, pour vérifier que les mécanismes de ces horloges fonctionnent avant le changement d'heure. On fait les niveaux des moteurs qui permettent de faire tourner les aiguilles et on graisse également les axes de la minuterie qui font tourner les aiguilles aussi. Comme pour la plupart des horloges publiques, le passage à l'heure d'été se fera à distance, électroniquement, dans la nuit de samedi à dimanche. À l'époque de leur fabrication, en 1985, les horloges jumelles de Cergy étaient les plus grandes d'Europe. Elles sont géantes, elles font 10 mètres de diamètre chacune, c'est-à-dire pas loin de 2 fois Big Ben, un peu la référence que tout le monde connaît. Et en plus, il y a une trotteuse, donc une aiguille des secondes qui ne s'arrête jamais de tourner. Une trotteuse qui, en 30 ans, a parcouru plus de 400 000 km, soit plus que la distance de la Terre à la Lune. Depuis, à peine une panne au compteur, le vent étant l'ennemi numéro 1 de l'horloge. C'est un peu comme une aile d'avion, ça prend le vent et en fait on ne se rend pas compte, mais ça fait des efforts considérables que le mécanisme doit supporter. Si tout va bien, dimanche à Cergy comme dans toute l'Europe, à 2h, il sera 3h. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.